Faut-il ou pas redouter une erreur de politique monétaire de la part des banques centrales, notamment de la Fed, à même de provoquer une correction plus importante sur les marchés boursiers? On en parle avec vous, Wilfried Galland, bonjour. Bonjour. Directeur stratégiste chez Montpension. Ce danger d'une surréaction, encore une fois, des banques centrales, il n'est vraiment pas à négliger. Il faut le prendre au sérieux, notamment aux États-Unis où on sait que la pression politique est forte. Il y a beaucoup d'inflation, beaucoup plus, 6% sur un an. Et Joe Biden est mal à l'aise, évidemment, ouais, puisque ça mange, ça grignote Exactement. le pouvoir d'achat de Mr. Smith. Et donc voilà, cette erreur de politique monétaire de la Fed, en fait, je pense on ne la balaye pas comme ça d'un revers de la main. Non, parce que la probabilité est quand même montée depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que quand on voit le pivot de Jérôme Powell qui, la semaine dernière, mardi, le matin même, dit l'inflation va fortement baisser à partir de la deuxième partie de 2022. Et puis l'après-midi, lorsqu'il publie le communiqué qu'il va lire au Sénat, dit il est temps de retirer le caractère temporaire du qualificatif de l'inflation. Et il est temps également de reconnaître qu'une inflation plus élevée est un obstacle au plein emploi, alors qu'il avait toujours dit que c'était parce qu'on n'était pas encore dans un marché de l'emploi véritablement totalement revenu à la normale qu'il fallait rester extrêmement prudent dans le cadre d'un éventuel resserrement de politique monétaire. Là, effectivement, je pense que les risques de resserrement rapide ont monté. Alors, pourquoi je qualifie ça d'erreur? Parce que certains disent c'est formidable, on va enfin retourner à une forme de normalité. Voilà, une forme de normalité. Et en fait, on la justifie d'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on regarde les indicateurs d'inflation tels qu'ils étaient il y a 6 semaines, 2 mois. Effectivement, on en déduit le fait que l'inflation est en train de monter très fortement. C'était vrai, et on va avoir effectivement un effet retard sur l'inflation qui va se déployer sur les prochains mois, ce qui va rendre la situation politique autour de l'inflation compliquée. Mais quand on regarde les indicateurs les plus avancés d'inflation, on est plutôt en train d'avoir une décroissance de ces indicateurs. Que nous disent les indicateurs avancés d'inflation? C'est ce que d'ailleurs Patrick Artus l'évoquait un petit peu avant vous en disant mais les prix se sont retournés sur les semi-conducteurs. Exactement, donc voilà, sur les semi-conducteurs, les matières premières, je n'y reviens pas, il a effectivement... Non mais on redit, c'est pas grave ça. Alors en fait, sur à la fois les matières premières, quand on regarde les grandes matières premières industrielles, les grandes matières premières que sont par exemple évidemment le pétrole, mais que sont également le minerai de fer. Le minerai de fer, on est en baisse de 40% depuis l'été. Quand on regarde le cuivre, quand on regarde l'aluminium, là aussi on a fortement monté jusqu'au milieu du mois d'octobre, et depuis on est en train de baisser. Et en fait, c'est la même chose. Donc ça, c'est un premier indicateur. Un deuxième indicateur, c'est effectivement le fait qu'on a des difficultés logistiques qui sont en train de s'évanouir doucement, en tout cas de baisser. Alors, on parle beaucoup du prix des containers. Moi, je regarde également le nombre de bateaux qui sont dans la file d'attente là, dans le port de Los Angeles. On a divisé... on a réduit de plus d'un tiers le nombre de ces bateaux depuis 3 semaines. Donc véritablement, ça s'améliore. Et puis dernier élément, quand on regarde les enquêtes d'opinion, les fameuses enquêtes des directeurs d'achat, les enquêtes dites ISM aux États-Unis, dites PMI en Europe, donc véritablement où on interroge ces indicateurs avancés, ces espèces de vigies qui nous disent est-ce que je sens bien ou pas l'activité future, il y a un volet toujours sur les prix. Il y a un volet sur est-ce que vos prix sont en train d'augmenter, baisser, est-ce que surtout vous envisagez ces hausses de prix vont se poursuivre et s'accélérer. C'est surtout l'accélération qu'on mesure. Là, en fait, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, on voit que les anticipations de hausse sont en train de s'abaisser. Donc, il a accès, Jérôme Powell, à toute cette batterie d'indicateurs avancés que vous avez. C'est pas... Bien sûr. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, il nous dit l'inflation n'est pas temporaire, alors que beaucoup, encore une fois, de composants de matières premières sont en train de se retourner en matière de prix. Microprocesseurs aussi, nous disait Patrick Artus. Exactement. Le prix des semi-conducteurs est en train également de baisser de façon pourquoi il nous dit ça dans ces cas-là? Il est à contre-temps, là. En fait, le ressenti des populations, parce que l'inflation arrive véritablement, effectivement, au cœur de l'activité économique américaine et au cœur des dépenses des ménages américains. Et en fait, ça constitue un problème qui est un problème certes économique, mais surtout politique et social, parce qu'on a effectivement maintenant une augmentation des loyers. On a une augmentation du prix d'un certain nombre de denrées alimentaires. Ça se diffuse. Voilà, quand les Américains ont fait le compte de Thanksgiving, il y a des études très intéressantes et assez amusantes d'ailleurs qui ont été faites par les grandes banques américaines qui s'amusent à calculer le coût d'un dîner de Thanksgiving. Ouais. Le coût du dîner de Thanksgiving avec la dinde, les diverses sauces au cranberry, enfin je vous passe les détails de la gastronomie américaine, ont effectivement monté de plus de 30%.
0,5% en l'espace d'un an. Donc, et ça, c'est le ressenti. Hein. Donc, et voilà, donc il y a effectivement un impact qui est réel, mais qui est effectivement un impact un peu retard. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre justement de sa nouvelle nomination, puisque Jérôme Powell est pressenti pour être nommé de nouveau dans le cadre d'un nouveau mandat, par Joe Biden, il faut que ce soit validé. Il faut que ce soit validé effectivement par le Sénat. Et on sent bien que la contrepartie du soutien de Joe Biden, ça a été de dire monter un peu le ton. Maintenant, il faut monter le ton sur l'inflation. Donc le risque, effectivement, c'est qu'à force de monter le ton, la Fed se mette dans un espèce de chemin un peu inéluctable, non seulement de réduction des achats d'actifs, ça je pense que c'est plutôt une bonne idée, mais après de remonter les taux. Et ça peut être moins un peu compliqué. Justifié par l'évolution, par le retournement de l'inflation. Exactement, on ferait remonter fortement non seulement la base de coûts, mais les coûts de financement de l'économie mondiale. Et effectivement, on casse la dynamique inflationniste. Moi, j'entends des gens dire « Ah, mais c'est terrible l'inflation parce qu'on ne sait pas comment l'arrêter. » On sait très bien comment l'arrêter. On a le manuel depuis Paul Volcker, depuis les années 80. Vous augmentez très très fortement les taux d'intérêt, vous envoyez le monde en récession, mais vous cassez l'inflation. Est-ce qu'on a véritablement envie de retourner dans un monde où notre véritable problème, c'était la stagflation? Oui, voilà. Voir les pressions déflationnistes. Exactement, c'est-à-dire qu'on sait très bien comment calmer l'inflation. À part l'effet extraordinaire des plans de soutien de la pandémie qui ont été absolument... Mais sinon, pendant des années, on n'a pas réussi à faire augmenter l'inflation. Exactement, on n'a jamais réussi à faire augmenter la fameuse vitesse, on en parlait d'ailleurs sur ce plateau, la fameuse vitesse de circulation de la monnaie. On n'y arrivait pas. Là, aujourd'hui, on arrive à créer un élan. Je dis attention à ne pas aller trop vite. Normaliser, oui. Je pense qu'il faut effectivement normaliser. Et par exemple, le soutien au marché immobilier américain en achetant des titres hypothécaires américains. Il faut arrêter ça. Voilà, se justifie absolument pas. Avec des prix qui augmentent de 20% par an aux États-Unis pendant un an. Ça n'a aucun sens. En revanche, faire remonter les taux d'intérêt, c'est beaucoup plus dangereux. Et d'ailleurs, on le voit dans le marché, sur le marché obligataire. Quand on regarde les taux obligataires à long terme. C'est le court terme qui monte et le long terme qui baisse. C'est curieux ça d'ailleurs. En fait, quand vous avez ce qu'on appelle en termes techniques un aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire le court terme qui monte et qui a tendance à rattraper le long terme, ça veut dire qu'en gros, vous anticipez un sévère ralentissement économique. Donc, vous commencez à mettre dans les prix, tout doucement. Le fait que la Fed ait la main lourde. Exactement. Et donc, le fait que cette main lourde aura un impact économique. Alors, ça ne se voit pas encore dans les cours boursiers. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans l'euphorie de la réouverture et dans le fait que, quelque part, on a toujours ce soutien monétaire encore important. Mais attention, ça peut se renverser. Donc, ce danger qui guette les marchés, c'est cette accélération de la sortie de politique monétaire hyper stimulante et de crise de la Fed. Exactement. Et la BCE, par contre, elle sait ce que ça fait de faire une erreur de politique monétaire. Elle l'a faite en 2011. Donc, elle est extrêmement prudente à chaque fois dans ses communications. Les marchés sont prêts à quoi, du point de vue de la Fed, par rapport à la Fed, à l'action de la Fed? Ils sont prêts à accepter quoi avant que ça décroche? Je pense que les marchés sont prêts. Les marchés, en fait, il y a toujours 3 étapes dans la normalisation de la politique monétaire. La première étape, c'est on achète moins d'actifs sur le marché. Ouais. La deuxième étape, c'est on remonte les taux. Et la troisième étape, c'est on fait baisser le bilan. Voilà, la troisième étape, déjà, on l'oublie. Voilà, alors ça ils ne l'accepteraient pas du tout. Ouais. Et c'est surtout d'un point de vue économique, ce serait compliqué. On aurait des problématiques de financement. La première étape, je pense qu'il n'y a pas de gros sujet. Même s'il y a accélération du tapering. Voilà, c'est pas un véritable sujet. D'ailleurs, on le voit même avec la Banque Centrale Européenne qui réduit, elle est plutôt sur un rythme de 60 milliards, elle était sur 80 milliards jusqu'à présent, elle est plutôt sur un rythme de 60, 50 milliards. Ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème. La remontée des taux, il va falloir faire très attention. Éventuellement, une remontée de taux sur le deuxième trimestre 2022, je pense que c'est acceptable. Il ne faut pas aller dans un chemin. Le plus important, c'est qu'on ne soit pas dans une dynamique de hausse de taux. C'est-à-dire, si c'est je remonte les taux une fois et après j'attends, je pense que les marchés seront tout à fait capables de l'accepter et l'économie aussi. Si en revanche c'est je monte et attention parce que je suis dans une dynamique de remontée de taux et je me mets dans ce chemin-là. On n'en est pas là, mais attention parce que en fait la rhétorique est en train de monter et c'est ça le danger. La rhétorique aujourd'hui elle reste une rhétorique politique puisque les discours dont on parle c'est Jérôme Powell face aux représentants et aux sénateurs. Ce n'est pas encore les représentants de la politique monétaire. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une réunion Fed et BCE, mais surtout Fed et BCE, la Fed le 15. Donc, le 15, il va falloir vraiment suivre l'évolution de la rhétorique. Parce que là, effectivement, en fonction du chemin, ça peut donner un chemin avec plus ou moins d'épines. Voilà, on suivra ça évidemment, cette réunion de la Fed la semaine prochaine, mardi et mercredi. Exactement. Surtout. Merci, explication signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci. Merci beaucoup.